Et cette fois, c'est parti. On va pouvoir commencer. Alors, monsieur le rapporteur, votre amendement 440. Défendu, pardon. Monsieur Camardine, le 349. Il est défendu, Monsieur le Président. Alors, monsieur le... Pardon. Le 349. Défendu. Favorable. Favorable, je le mets aux voix. Qui vote pour le 440? Qui vote contre? Il est... Alors, on a égalité. Attends, 1, 2, 3, 4. Donc, 3 contre 4, il est adopté. Il fait tomber le 349? 440. Non? Non, alors le 349, je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Le 350, monsieur Camardine. Monsieur le rapporteur. Favorable. Je mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Le 438, monsieur le rapporteur. Le suivant, monsieur Camardine, le 345. Je mets aux voix le 438, qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Le 345, qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Le 397, monsieur Nila. Monsieur le rapporteur. Favorable. Je le mets aux voix, qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Le 370, monsieur Nilor. C'est le meilleur de tous nos amendements, je le dis. Même M. Vulté ne pourra pas s'y opposer. Il est défendu. Alors, il est tout de même en discussion commune avec le 358 de M. Camardine. Monsieur le rapporteur, vos avis? Favorable. Je mets aux voix le 370, qui vote pour, qui vote contre. Il est adopté. Le 358, qui vote pour, qui vote contre. Il est adopté. Le 169, monsieur le rapporteur. Désolé. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, tout comme la France hexagonale, les territoires d'outre-mer ne sont pas épargnés par l'insécurité et Mayotte en est le témoin. La situation ne fait que s'aggraver depuis 2008, les faits sont clairs et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux d'homicide moyen y est 5 fois supérieur à celui de la France hexagonale. Le taux de coups et blessures volontaires y est 2 fois supérieur. Le taux de vol violent 3 à 4 fois plus nombreux. Par cet amendement, nous pouvons apporter une aide aux collectivités territoriales de Mayotte pour leur permettre de s'équiper davantage en termes de lutte contre l'insécurité. Aussi, cet amendement vise à alerter non seulement sur la situation très particulière de Mayotte, mais aussi de créer un fonds d'équipement et de sécurité spécifique à Mayotte pour les collectivités territoriales doté de 5 millions d'euros. Alors, je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Alors 3 contre 3, il n'est pas adopté. Je comptais ma voix, monsieur le rapporteur. De 430. Ouais, si vous le permettez, je vais défendre 430, 443, 444, 433. Les territoires ultramarins font face à une explosion de l'insécurité, de la délinquance, j'en parlais à l'instant. Mon amendement 430 vise à créer un fonds spécifique de sécurité pour la Guyane doté de 5 millions d'euros. Le 443 pour la Martinique à travers un fonds spécifique d'équipement de sécurité doté de 8 millions d'euros. Le 444, un fonds spécifique, là aussi, pour lutter contre l'insécurité d'un montant de 8 millions d'euros. Et le 433, d'un fonds spécifique de 3 millions d'euros. Le 430, qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté, 4 contre 4. Le 443, qui vote pour? Contre? Rejeté. Le 444 qui vote pour, contre, rejeté. Le 433 qui vote pour, contre, rejeté. Le 338 qui le défend. Madame Rouleau.
Oui, c'est l'amendement de ma collègue Florence Goulet. Alors, cet amendement propose de créer un nouveau programme au sein de la mission Outre-mer, dénommé Société minière nationale. La création d'une société minière nationale aura le souci de permettre l'exploration et l'exploitation de nos richesses minières d'outre-mer, en particulier la richesse aurifère. En Guyane, les exploitations d'hydrocarbures au large de la Guyane ou dans le canal du Mozambique, une fois qu'on aura abrogé la loi Hulot qui a interdit, même en outre-mer, ces exploitations. Alors, monsieur le rapporteur. Favorable. Alors, je vais mettre aux voix cet amendement 338. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Le 364. Monsieur Nilor. L'objectif de cet amendement, c'est de proposer la création d'une agence dédiée au soutien à l'ingénierie des collectivités ultramarines. Trop souvent, on nous retorque qu'il n'y a pas suffisamment d'ingénierie dans nos territoires et que c'est pourquoi les dossiers bloquent et c'est pourquoi on ne peut pas débloquer davantage de fonds parce que ça bloque au niveau du portage des dossiers. Là, nous avons l'opportunité de doter ces collectivités dites d'outre-mer d'un outil qui pourra les accompagner dans tout le travail d'ingénierie. Donc, on n'aura plus d'excuses. Il faut voter cet amendement. Rapporteur. Favorable. Proposer la création d'un fonds destiné à réhabiliter les établissements scolaires vétustes dans les Outre-mer. Là, on touche à un sujet majeur. Je rappelle que la majorité des établissements scolaires dans nos territoires n'est même pas aux normes sismiques. Ce sont des bâtiments qui sont très anciens et la réhabilitation de tous ces bâtiments scolaires relève d'une impérieuse nécessité. Aujourd'hui, nous devons être très humbles, notamment devant le risque sismique qui pèse en permanence sur nos têtes. Je vous demande, chers collègues, au-delà de tous les courants politiques, de voter, ne serait-ce que symboliquement, cet amendement. Monsieur le rapporteur. Favorable. Monsieur Wilté. Symboliquement, ce n'est pas si une chose, mais très pratiquement, ce sont les contrats de convergence qui vont faire territoire par territoire. Le CIOM va lui aussi décliner ses effets, et donc je pense que j'entends le message, mais j'entends aussi que nous avons besoin d'être rigoureux dans la façon de déployer les politiques, c'est pour ça que nous voterons contre. Bien, je mets aux voix l'amendement. Qui vote pour? Contre? Rejeté. Le 379, monsieur Nilor. Monsieur le rapporteur. Favorable. Qui vote pour? Contre? Rejeté. Le 414. Oui, madame Rogol, je cherchais votre nom sur la... Attendez, je vous rends le micro. Allez-y. Merci. Cet amendement vise à relancer le ferroviaire dans les territoires ultramarins. Il propose de financer les études préalables afin d'apprécier la faisabilité et l'opportunité de créer un certain nombre de lignes ferroviaires. En effet, les territoires ultramarins se distinguent par la pauvreté de leurs transports en commun. Aucun d'entre eux ne dispose de chemin de fer, alors que certaines collectivités en exploitaient encore au siècle dernier, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie ou encore la Réunion. Si certaines collectivités développent aujourd'hui l'offre de transport en commun de qualité, le tramway de la Réunion par exemple, le développement de nouvelles infrastructures de transport reste un enjeu majeur pour en tout cas diminuer la place de la voiture. En effet, la part des transports en commun dans les trajets domicile-travail n'est que de 5% dans les territoires d'outre-mer, quand la moyenne nationale s'établit à 16%, ce qui est déjà bien trop peu. Les trains offrent pourtant une alternative efficace, durable et peu chère pour les déplacements des personnes et des marchandises. Ils permettent de réduire la consommation de fuel importé, donc de renforcer l'autonomie énergétique des territoires ultramarins. Surtout, ils évitent les conséquences
du tout voiture, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution de l'air ou de congestion du trafic. Avec cet amendement, les écologistes souhaitent donner les moyens aux territoires ultramarins de conduire leur transformation écologique en développant le ferroviaire. Monsieur Nilor, le suivant, le 374. Oui, c'est un excellent amendement de mon excellent collègue Grattenon. Pour le développement de la voie ferrée à La Réunion, ce n'est pas le cas pour la Martinique, mais si on considère qu'en France, il est écologiquement correct de développer la voie ferrée, eh ben, allons-y pour La Réunion. Monsieur le rapporteur. Favorable. Alors, je mets aux voix l'amendement 414 qui vote pour, contre, rejeté. Le 374 qui vote pour, contre, rejeté. Le 376, monsieur Nilor. Allez-y, monsieur Nilor, le 376. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Favorable. Je le mets aux voix qui vote pour, contre, rejeté. Le 377, monsieur Nilor. Défendu aussi. Monsieur le rapporteur. Sagesse. Qui vote pour, contre, rejeté. Le 417, c'est madame Regol. Cet amendement vise à soutenir le développement de l'autopartage dans les territoires d'outre-mer. L'autopartage avec ses voitures en libre service qui peuvent être louées pendant quelques heures offre une formidable alternative à la voiture individuelle en diminuant son usage et son emprise dans l'espace public. L'ADEME montre d'ailleurs qu'une voiture partagée remplace jusqu'à 10 voitures individuelles. En plein essor dans la France hexagonale, les services d'autopartage peinent à se développer dans la France ultramarine. Nous proposons par cet amendement d'en soutenir le développement, seront priorisés les territoires particulièrement concernés par la congestion du trafic et par la cherté des prix d'importation des voitures. C'est aussi un moyen de limiter les coûts et les budgets des familles. Monsieur le rapporteur. Sagesse. Je le mets aux voix qui vote pour, contre, il est rejeté. Je vais mettre aux voix les crédits de la mission Outre-mer. Pardon ? Oui, les crédits modifiés, naturellement, puisqu'on a adopté des amendements. On avait adopté même avant la pause. Non, on ne peut pas faire de deuxième vote. Alors, je mets aux voix les crédits qui votent pour, qui votent contre. Ils sont avec les amendements, oui, naturellement. Ils sont adoptés. On continue avec les amendements après l'article 55. Monsieur Nilor, le 365. 75, pardon. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Je mets aux voix qui votent pour, contre, rejeté. Le 395, toujours vous, monsieur Nilor. Toujours défendu. Monsieur le rapporteur. Favorable. Je mets aux voix qui votent pour, contre, rejeté. Le 426, monsieur Riemann. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise à instaurer en Guyane et à Mayotte une mesure fiscale à l'adresse des médecins en exercice proche de la retraite afin de les inciter sur une période limitée à maintenir leur exercice quelques années de plus. Dans une étude de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, dans l'adresse, par 2023, 2/3 des médecins généralistes libéraux déclaraient être amenés à refuser de nouveaux patients comme médecins traitants en 2022. En raison de la forte tension entre l'offre de la demande des soins, ils étaient 53% en 2019, 70% estimaient insuffisante l'offre de médecine générale dans leur zone d'exercice. Ils étaient 67% en 2019, 30,2% de la population française vit dans un désert médical. Ces zones géographiques de la population rencontrent ces difficultés pour accéder à des soins de santé. Pourtant, l'accès à un médecin généraliste est la clé de voûte du système de soins en France. Les besoins sont particulièrement criants en Guyane et à Mayotte, qui sont les deux plus grands déserts médicaux de France. C'est pourquoi il est urgent d'y mettre place des solutions temporaires pour compenser le manque de praticiens auxquels viennent s'ajouter les départs en retraite et vieillissement de la population médicale. Monsieur le rapporteur. Très favorable. Je mets aux voix qui votent pour, contre, rejeté. Le 230, monsieur Riemann. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à permettre la présentation nationale d'être réceptionnaire d'un état des lieux des infrastructures maritimes, aéroportuaires et routières dans l'ensemble des départements, régions et collectivités d'outre-mer. Ce rapport, donc, qui serait remis dans un délai de 6 mois, permettra par la suite au Parlement d'être en mesure de se prononcer sur les éventuelles dispositions législatives à élaborer pour mener à bien le désenclavement de ces territoires qui se déclinent non seulement vis-à-vis de l'Hexagone, mais également
entre les territoires ultramarins ainsi qu'à l'intérieur même de ces territoires. Vis-à-vis de l'Hexagone, l'exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon est éloquent. Seuls 12 vols directs vers l'Hexagone par an sont organisés depuis 2018. Le reste de l'année, ce sont des vols avec escale avant de rejoindre Montréal, d'où partent les vols vers la France hexagonale. Quant à l'enclavement intérieur, symptôme d'un réseau routier encore largement sous-développé, il est particulièrement illustré par la récente liquidation d'Air Guyane, qui assurait des trajets entre le littoral guyanais et les communes de l'intérieur, les populations de ces dernières se retrouvant coupées du reste du monde. Donc cet amendement, effectivement, vise à émettre un rapport sur les 6 mois quant aux besoins d'infrastructures qui seraient nécessaires dans nos territoires. Monsieur le rapporteur, vous avez un amendement en discussion commune. Oui, Monsieur le Président, effectivement, le manque d'infrastructures à Mayotte, pour ce qui est le cas de mon amendement, est donc le résultat d'une insuffisance des investissements de l'État depuis des décennies. Disons-le aussi, l'immigration massive que subit ce territoire est l'une des causes du manque d'infrastructures. Au regard de la situation de crise tendue et d'extrême précarité du territoire mahorais, il est nécessaire d'avoir un aperçu clair des réalités sur le terrain. Le groupe Renaissance nous a soutenu que l'urgence n'est pas d'ajouter de l'argent, mais d'utiliser les fonds existants pour faire aboutir les projets. Mais alors, où sont les projets et quel est le résultat des politiques passées? Les infrastructures publiques présentent de grandes défaillances et montrent un niveau de qualité bien en deçà de la métropole. Rien ne le justifie. Structures culturelles, bibliothèques, salles de concert, sportives et même services d'urgence ou d'action sociale, rien n'est à la hauteur de ce dont ont besoin nos compatriotes mahorais. Il est donc nécessaire, à travers cet amendement, de mettre en lumière les manquements de l'État et les nombreux besoins d'infrastructures, ce qui permettrait d'ailleurs peut-être de travailler sur un véritable plan pluriannuel d'investissement. Merci. Alors, votre avis est défavorable à l'amendement de M. Riemann pour le vôtre? Non, il est favorable. Parce que là, pour le coup, on n'est pas sur des crédits, donc comme ils sont en discussion commune, l'adoption de M. Riemann ferait tomber le vôtre. Ah. C'est pas s'il y a des crédits budgétaires, là, c'est sur une discussion commune sur des amendements de rapport. Pardon, c'est défavorable. Défavorable à celui de M. Riemann et favorable au vôtre. M. Kamardine. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis favorable aux 2 amendements. Pour avoir été... Oui, c'est ma totale liberté, Monsieur le Président. Pour avoir été en Guyane, pour avoir vu comment les Guyanais se déplacent, je crois que je ne peux pas rester insensible à la situation que connaissent nos compatriotes guyanais. Mais également, comme je ne peux pas être insensible à la situation que connaissent nos compatriotes mahorais, dans une intervention dans le cadre du budget de l'année dernière, le gouvernement avait reconnu devant la représentation nationale que pour faire 20 km à Mayotte, il fait 4 heures à l'aller, 4 heures au retour, 8 heures. Toutes les populations à Mayotte sont malades, ont des problèmes aux jambes en raison justement de ces situations-là. On vit dans une espèce d'asphyxie complètement généralisée, en conséquence de quoi je pense que ces 2 amendements, en ce qui me concerne, me paraissent tout à fait intéressants. C'est la raison pour laquelle je donnerai un avis, je les soutiens, et surtout, je les soutiens. Je ne suis pas encore rapporteur, donc je les soutiens, mais surtout vous dire, notamment à nos collègues de la majorité, que souvent, effectivement, on nous reproche de manque d'ingénierie. Les routes nationales qui posent problème à Mayotte, qui sont totalement engorgées, sont de la compétence exclusive de l'État. C'est l'État à Mayotte qui est compétent en matière de routes nationales. Donc, si on a des difficultés de mobilité sur les routes nationales, c'est parce qu'effectivement, depuis des années, nous n'avons pas réalisé des travaux sur ces routes-là. Par conséquent, ça me paraît extrêmement... Et ça, on ne l'a pas sur les contrats de convergence, parce que notre collègue Vilté va encore nous servir les contrats de convergence comme étant vraiment l'alpha et l'oméga. La parole est à la défense, M. Vilté. Alors, sachant que M. le rapporteur voulait retirer... Je retire mon amendement au profit de celui de M. Riemann, qui est un peu plus généraliste, pour ne pas faire tomber celui de M. Riemann. Je serais navré de décevoir M. Gavardine, évidemment, en faisant d'une part référence aux contraintes de convergence, parce que c'est l'outil de planification de l'action publique en coopération entre l'État et les collectivités locales, en l'espèce. Et puis, d'ailleurs, on votera contre les autres amendements sur les rapports. 2 choses l'une. Soit les rapports sont des outils pour pouvoir mener un débat, c'est ce qu'on appelle les amendements d'appel qu'on voit à chacune de nos séances, et auquel cas, très sincèrement, c'est plutôt en séance qu'on aura ce débat. Je suis sûr qu'il sera très riche. Soit on parle du fait de construire un rapport, et encore une fois, c'est une des prérogatives du Parlement
de devoir contrôler l'exécutif et pas le contraire. Dans l'espèce, je pense que quand nous confions, sauf de cas très très spécifiques, un rapport à l'exécutif, nous perdons nos prérogatives. Monsieur Riemann, et après on votera. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, j'essaie de comprendre un peu la cohérence de la partie de la majorité. Encore une fois, le collègue Vulté, qui est la référence outre-mer au sein de la majorité, ça m'interpelle. Là, on parle de voter un rapport qui n'engage pas financièrement modification des crédits en cours à la mission outre-mer. Ce sont des rapports qui seraient basés, je l'espère en ce qui me concerne, sur totale objectivité du manque d'infrastructures qu'il y a sur nos territoires. Et ça, je pense, il n'est pas la peine d'avoir fait Sciences Po ou autre pour le deviner ou le voir. Néanmoins, même pour la posture, pour voter un rapport basé sur des faits, vous vous y opposez. Donc moi, j'essaie de comprendre quelle est la posture sur le sujet. Elle est incompréhensible en ce qui me concerne. Il n'y a pas de cohérence par rapport de lorsque vous dites que oui, ce n'est pas le gouvernement de faire, c'est à nous de faire, donc on doit contrôler l'action du gouvernement, pas l'inverse. Sauf que juste depuis le début de cette mandature-là, le gouvernement, donc l'exécutif, c'est lui qui tranche à tous les niveaux. Et même lorsqu'au niveau du Parlement, il y arrive à avoir des consensus, il y a des revirements de situation à différents niveaux. Donc je veux bien entendre ça, hein, sauf que la réalité, à différents moments, nous ramène à autre chose. Donc, quand même, juste pour voter des rapports pour qu'on puisse voir effectivement quels seraient les manques de territoire et avoir un chiffrage objectif basé sur des choses partagées, je pense que là, vous aurez pu le voter. Alors, je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Rejeté. Le 434, monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, face à une situation d'invasion migratoire et de chaos sécuritaire en provenance des Comores, le ministère de l'Intérieur a lancé le 24 avril dernier l'opération Wambuchu sur le territoire de Mayotte. Sous fond de rapidité, le gouvernement avait prévu de détruire 1000 cases et de renvoyer près de 10 000 personnes en situation irrégulière en 2 mois. 1800 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour assurer les contrôles terrestres et maritimes et procéder à l'évacuation et à la destruction des bidonvilles. Alors qu'elle ne devait durer initialement que 2 mois, l'opération a été prolongée pour tenter d'atteindre les objectifs. Le manque de préparation de cette opération n'est que la traduction d'un gouvernement incapable de régler les problèmes de l'immigration clandestine. En effet, l'objectif de détruire les 1250 bangas a été repoussé à la fin de l'année et conduit simplement à des déplacements de familles. Pour l'objectif d'éloignement, il n'est pas à la hauteur de la véritable submersion migratoire que connaît Mayotte. Chaque jour, l'actualité mahoraise est rythmée par des attaques, des meurtres, des émeutes qui pourrissent le quotidien des Mahorais et entachent durablement l'image de notre pays. Il y a quelques jours encore, en amont des émeutes à Sada, des jeunes ont agressé des footballeurs âgés de moins de 15 ans lors de la demi-finale de la Coupe de Mayotte de football. Les faits sont là et ils sont édifiants. Je demande donc à travers cet amendement que le gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant l'efficacité de l'opération de communication, de l'opération Wambuchu, dans un délai de 6 mois à compter de la présente promulgation. Monsieur Kamardine. Monsieur le Président, je me dois d'intervenir au nom de l'objectivité qui m'habite et pour dire, monsieur le rapporteur, que personnellement, je ne considère pas que l'opération Wambuchu était une opération simplement de communication. C'était une opération extrêmement importante. Nous sommes en France et en France, nous savons que les structures associatives et autres sont extrêmement puissantes qu'un gouvernement de la République régulièrement élu, démocratiquement élu. Nous savons que également nous avons une justice qu'on nous dit indépendante, mais qui vient sur la sphère des politiques et notamment du législateur pour empêcher l'exécution. Et donc, je crois que le gouvernement ici s'est trouvé vraiment confronté à des graves difficultés puisque vous aviez et les magistrats et le juge, des magistrats qui participaient à des réunions avec des associations et des avocats pour empêcher l'exécution de la mise en œuvre de cette opération. Donc moi, je voudrais, au nom vraiment de mon indépendance d'esprit, saluer ce qui a été fait et encourager le gouvernement à aller encore de l'avant. Il y a une tempête qui vient, malheureusement, monsieur Darmanin ne va pas pouvoir y aller, mais je ne désespère pas que dans les 15 jours qui viennent, dans les 15 prochains jours, ils viennent encore à nouveau à Mayotte et que nous relancions cette opération parce que vraiment, elle a été d'une très grande utilité pour le territoire de Mayotte. Je mets donc aux voix l'amendement 434. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Le 436, monsieur le rapporteur.
Merci Monsieur le Président. Dans l'ensemble des territoires ultramarins, l'habitat indigne prend des proportions bien supérieures à ce que l'on peut observer en hexagone. Ces habitats sans électricité, sans eau, sans sanitaire, sans assainissement concernent près de 110 000 logements, soit 13% du parc des 900 000 logements des DROM. La Guyane est également confrontée à la croissance de l'habitat illégal. Selon Denis Giroux, directeur général de l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane, le logement illégal croît depuis 20 ans plus rapidement que le logement légal en Guyane. Au total, en Guyane, il y aurait pas moins de 37 445 habitations spontanées, 8 700 logements insalubres et 5 300 logements insalubres au bâti irrémédiable. Et ces chiffres officiels sont certainement relativement sous-estimés. Rien qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, le bâti spontané représente 60% de l'habitat. Enfin, 47% des ménages sont confrontés à au moins un défaut grave dans leur logement. Le phénomène ne cesse de s'accélérer du fait de la forte croissance démographique. L'urgence de la situation et son détail méritent d'être portés à la connaissance du Parlement. Ainsi, cet amendement demande au gouvernement d'établir un rapport précis portant sur l'habitat indigne en Guyane. Je les mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Le 383, Monsieur Nilor. 183. Ah oui, il s'agit d'améliorer les dispositifs des quartiers prioritaires de la ville dans les Outre-mer et d'interroger la pertinence des critères qui sont en œuvre actuellement et qui ont tendance à exclure notamment tous les quartiers qui se situent en milieu rural. Et là, il s'agit d'une injustice flagrante par rapport à la priorité qui est donnée systématiquement à l'urbain. La priorité ne doit pas aller systématiquement au quartier urbain, car en milieu rural, même ou des milieux de faible densité d'habitat, les conditions de vie et conditions d'habitat sont parfois pires qu'en milieu urbain. Donc, il s'agit d'élargir ces critères à certains quartiers non éligibles actuellement. Monsieur le rapporteur. Favorable. Je mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Le 369, Monsieur Nilor. Défendu. Monsieur le rapporteur. Qui vote pour? Qui vote contre? Rejeté. Le 385, Monsieur Nilor. Vous pouvez faire le 385, 371, 387. C'est tout le... Les 5 sont les vôtres. Donc, alors, le 385 défendu. le 371, attendez, c'est une discussion commune. 371, vous pouvez continuer, c'est les 5 les vôtres. Le 371, le taux de chômage varie entre 11 et plus de 30% dans les Outre-mer, contre environ 7,5% dans l'Hexagone. Et pour les jeunes, il est jusqu'à 2 fois plus important que dans l'Hexagone. Le chômage touche 13% des actifs de 15 à 29 ans en Hexagone, contre 18 à 34% de ce qu'on appelle les Outre-mer, et jusqu'à 50% à Mayotte. 26% en Guyane, 31% en Martinique, 32% à La Réunion, 34% à la Guadeloupe. Face à l'ampleur de ce fléau, de ce phénomène dans les collectivités d'outre-mer, les seuls dispositifs fiscaux coûteux ne fonctionnent pas. Le gain pour les entreprises ne se répercute pas automatiquement au niveau de l'emploi. Il faut donc que le ministère développe d'autres dispositifs pour lutter contre le chômage et nous demandons à minima d'évaluer, dans le souci d'évaluation des politiques publiques, rapidement ces dispositifs. Voilà. Vous pouvez continuer le 387. 387 défendu. 382. Défendu aussi. Et enfin, le 381, 381, on demande au gouvernement, dans les 3 mois à compter de la promulgation de la loi, de remettre au Parlement un rapport sur le développement du dispositif zéro chômeur de longue durée dans les Outre-mer. Et ça, c'est un amendement qui est particulièrement important. Aujourd'hui, le développement de ce dispositif semble remis en cause, remis en question. On a l'impression qu'en France, chaque fois qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, qui porte des fruits, il y a des énarques qui réfléchissent à savoir comment mettre des bâtons dans les roues de ces dispositifs qui fonctionnent plutôt que de les généraliser. Et ça, c'est grave. Heureusement que le président n'est pas énarque. Donc on espère véritablement qu'il
il y aura des éléments objectifs qui vont résulter de ce rapport que nous appelons de nos voeux pour éclairer les politiques publiques à venir. Alors, monsieur le rapporteur sur ces amendements. Favorable sur l'ensemble. Monsieur Camardine. Merci, Monsieur le Président. Alors, attendez, je vous rends la parole parce que... J'ai souhaité prendre la parole ici parce qu'il s'agit de la question d'emploi. Quand on vient d'un territoire où le chômage des jeunes plastronne à 40%, quand le RSA est fixé à 50%, quand le taux de chômage est fixé et quand la pauvreté est à 77%, quand on vous explique que dans un souci de favoriser l'employabilité des gens, des populations, on ne peut pas améliorer le sort de l'égalité sociale, je ne puis que m'y associer et adhérer à cette proposition. C'est la raison pour laquelle, au nom du groupe LR, je voterai avec deux mains ces amendements. Alors, monsieur Vuilletet. On ne va pas faire un exposé sur la méthode, mais très sincèrement, d'une part, le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée, en effet, a alerté, je pense, l'ensemble des parlementaires pour dire qu'ils craignaient qu'avec le maintien de ces crédits, il n'arrive pas à prolonger son action alors même qu'elle avait prouvé son efficacité. C'était vrai sur les Outre-mer, c'était vrai de manière générale sur l'ensemble du territoire national. Et là, on trouve, mais je reviens là-dessus, les limites d'un exercice qui est celui du rapport. Le rapport qui sera rendu éventuellement dans 3 mois s'il était voté, nous empêche aussi de discuter au fond de ce qui se passe en l'espèce. Nous avons des dispositifs qui parfois passent par les contrats de convergence, qui ne sont pas, en l'occurrence, des gros mots, ce sont des outils de planification de l'action publique, de coordination entre les acteurs, et pas simplement des 20 mots. Nous avons un débat budgétaire qui est là. Nous avons même, quand il faut contrôler, je voyais sur l'efficacité des mesures fiscales, la Cour des comptes qui d'ailleurs a produit des rapports en la matière. Nous avons sur le logement la délégation aux Outre-mer, Monsieur le Président, qui a produit un rapport sur le logement outre-mer il y a peu. Donc, gardons les outils qui sont les nôtres, valorisons-les et utilisons ces rapports pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'occasion en séance de mener un débat qui soit utile, mais qui est là-dessus. Non, peut-être une observation, monsieur Nilor, sur les territoires zéro chômeur. Le prix d'un contrat est de 20 000 € brut pour un contrat en CDI au SMIC. L'indemnisation de l'État était de 24 500 € quand sa participation était de 702% et qu'on ajoutait la participation de 15% du département. Avec la réduction à 95% de la part de l'État et 15% du département, on est à 23 000 €. C'est-à-dire que l'État et le département cumulés continuent de surfinancer le prix d'un contrat, 23 000 € contre 20 000 pour le coût réel. Donc le dispositif, contrairement à ce qui était dit par territoire zéro chômeur, n'est pas en péril. Et pour aucun territoire, ni pour les territoires ultramarins, ni pour les territoires hexagonaux. Vous pouvez réagir si vous voulez. C'est-à-dire que le dispositif avec les territoires qui y participaient déjà n'est pas en péril, mais on sait bien qu'il y avait beaucoup de territoires qui frappaient à la porte. Et aujourd'hui, c'est l'acceptation, l'intégration de ces nouveaux territoires qui pose problème, parce qu'à budget constant ou à budget diminuant, on ne pourra pas faire aussi bien pour davantage de territoires avec les moyens constants ou des moyens qui diminuent. Donc c'est ça qui est remis en question. Alors c'est une inquiétude légitime. On a 60 territoires autorisés par la loi et 58 déjà créés. Et on avait 44 millions d'euros prévus au budget 2023 et 69 millions d'euros prévus au budget 2024, ce qui fait plus 50%, ce qui fait que les territoires, y compris nouveaux, ne sont pas en péril sur ce sujet. Je mets au voie les amendements. Le 385 qui vote pour, contre, rejeté. Le 371 qui vote pour, contre, rejeté. Même vote pour le 387, 382 et 381. Le 392, monsieur Nilor. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Favorable. Qui vote pour, contre, rejeté. Le 232, monsieur Riemann. Ils sont inversés sur le 232, monsieur Riemann. Merci, Monsieur le Président. Donc, par cet amendement, nous souhaitons alerter le gouvernement sur le serpent de mer de la réforme de la majoration des traitements attribués aux fonctionnaires exerçant en Outre-mer et des différentes indemnités associées. Donc, ce que nous souhaitons par rapport de cet amendement, c'est qu'un rapport soit remis dans le délai de 6 mois pour mettre en perspective et sur la base d'objectivité la différence entre rémunération des salaires versés entre les territoires ultramarins et la France hexagonale rapportée au prix de la consommation en se fondant sur les compléments de rémunération accordés aux fonctionnaires
servant en outre-mer. Donc je pense que par ce prisme-là, on verrait effectivement pas sous celui de la Cour des comptes qui émet des avis, j'ai envie de dire que je ne commenterai pas ce soir, mais néanmoins sur la base objective, sur la rémunération et les prêts à la consommation, en prenant en compte le sursalaire qui est versé aux fonctionnaires, les réalités des différents territoires et surtout les différences de salaires entre l'Hexagone et les Outre-mer, et si cela est fondé ou pas. On a 2 amendements également de M. Nilor, le 389 et le 391. Ils ont précisé que le sous-amendement ne me paraît pas défendu. Allez-y. 389 puis 391. 89 défendu, le 391. J'insiste, c'est un amendement qui appelle une réforme du bouclier qualité-prix telle que mise en œuvre dans nos territoires dits d'outre-mer. Il s'agit d'étendre considérablement la liste des produits concernés en y incluant davantage ceux indispensables à la survie commune de la population, tout en veillant scrupuleusement à ce qu'ils répondent aux besoins authentiques de nos concitoyens. Il s'agit aussi de renforcer des dispositifs de contrôle visant à garantir que tous les acteurs économiques respectent scrupuleusement ces prix plafonds et de revoir les marges octroyées aux intermédiaires afin d'assurer une diminution effective sur le ticket final payé par chaque consommateur. Donc c'est un enjeu quelque part de salubrité publique. La crise sanitaire et maintenant l'inflation galopante ont exacerbé des inégalités sociales et accru la vulnérabilité de nombreuses familles ultramarines. Face à cette situation alarmante, il est important de conforter, de renforcer le dispositif, notamment de bouclier qualité-prix. Monsieur le rapporteur, sur ces 3 amendements. Alors, favorable sur le 232, défavorable sur le 389, favorable sur le 391. Alors, je les mets aux voix successivement. Le 232 qui vote pour, contre, rejeté. Le 389 qui vote pour, contre, rejeté. Le 391 qui vote pour, contre, rejeté. Le 388, monsieur Nilor. Alors là, celui-là, il ne peut pas être rejeté. Il s'agit de Vuitté et de ses amis. Non, mais je reste désespérément optimiste en toutes circonstances. Nous souhaitons par cet amendement que l'État se penche sur l'instauration d'un tarif résident sur les transports aériens et maritimes pour les citoyens ultramarins dans leur mobilité entre l'outre-mer et l'Hexagone, à l'intérieur de leur zone géographique. Alors, tout à l'heure, on a plié devant la force du nombre. Et vous avez quelque part entériné une discrimination entre la Corse et les territoires par rapport au montant attribué. Et j'ai bien écouté religieusement les arguments de M. Vuilletet qui disait qu'il ne s'agit pas de montants, d'aligner des montants, etc. Mais là, on parle de dispositif. Et ce qui est important, c'est l'instauration d'un tarif résident, comme dans le cadre du système Corse, pour le développement des transports aériens. Ai-je besoin de vous dire que, par rapport à l'histoire, la moitié de notre population en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, vit en France, dans l'Hexagone. Nos familles sont déchirées, en Mayotte aussi. Nos familles sont déchirées, réparties de part et d'autre de l'Atlantique. Et des liens se distendent aujourd'hui, et de l'océan Indien, oui, absolument. Les liens se distendent aujourd'hui au sein de ces familles, faute de moyens financiers, parce qu'il n'y a aucun avantage, parce que les compagnies aériennes organisées en monopole ou en oligopole s'en donnent à cœur joie, et que nous sommes dépendants, captifs des tarifs du transport aérien. Et l'instauration d'un tarif résident relèverait véritablement d'une politique humaniste, une politique qui honorerait la France. Mais je commence à être un peu découragé à ce niveau. Monsieur le rapporteur. Favorable. Monsieur Vuilletet et puis monsieur Camardino. Je ne retire en rien ce que j'ai dit sur les rapports, mais celui-là, on va le voter parce qu'on va mener l'exercice. Parce qu'en effet, il y a une question qui se pose. Et je pense qu'elle doit être menée. Je pense qu'elle pourrait l'être directement en séance, mais allez, cette fois-ci, celui-là, on le vote. Monsieur Camardino. Moi non plus, je ne désespère pas, puisque effectivement, on avance tout doucement, mais sûrement dans le déroulé de la soirée. Non, plus sérieusement, j'ai souhaité intervenir dans ce dossier parce que nous, on accumule tout.
la pauvreté, la cherté de la vie, la cherté des billets d'avion et l'impossibilité d'organiser la concurrence, parce que nous avons une piste de quelques mètres qui permettent à une seule compagnie de venir. Et je comprends que Monsieur le Président n'ose pas venir, parce qu'effectivement, c'est un peu difficile d'atterrir à Mayotte, car la piste est assez courte. Donc, imaginez une réflexion sur le sujet et permettre et faire en sorte que les gens, qu'on puisse favoriser la mobilité grâce à l'instauration de ce tarif résident, c'est une excellente chose. C'est la raison pour laquelle je voterai cet amendement. Ben, Monsieur Kamardine, je vous prends au mot, et dès que le PLF et la loi immigration sont terminés, je viens à Mayotte. D'accord ? Voilà. Et ben, la parole sera tenue, et ça peut être noté au compte rendu, puisque ce sera le cas. Je mets aux voix l'amendement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Il est adopté. Le 175, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, l'économie des Outre-mer est essentiellement composée de très petites et moyennes entreprises. Elle représente à elle seule 95% du tissu économique de ces territoires. Ces dernières sont en proie à une balance de paiement déficitaire, une insalubrité et un éloignement géographique de la métropole. Ces entreprises sont très souvent des entreprises unipersonnelles sans salariés. Elles connaissent généralement de faibles taux de rentabilité, disposent de très peu de fonds propres, en particulier dans les secteurs de la construction, des transports et des services marchands. Ces caractéristiques les rendent par conséquent moins résistantes aux chocs économiques conjoncturels. Elles sont de même dépendantes des échanges extérieurs, pour qui les importations représentent, comme en Polynésie, près de 92%. Cette situation favorise un coût de la vie plus cher, des délais de paiement plus longs, des taux de chômage élevés. En bref, une situation que l'on ne peut tolérer et maintenir. Ces entreprises sont freinées dans leur développement et se trouvent dans un tel contexte marqué par une augmentation du coût des intrants dont leurs activités nécessitent l'importation, le manque de concurrence, l'étroitesse du marché et la difficulté de réaliser des économies d'échelle. Le temps a montré que, bien que résilients face à la crise dans les débuts, nos territoires ultramarins traversés par la crise sociale et climatique ont contribué à fragiliser leur situation. Dans ce contexte, qui continue d'entraver au développement des entreprises des territoires d'outre-mer, nous vous demandons de voter cet amendement qui permet de réévaluer et de mieux appréhender les dispositifs d'aide publique permettant la pérennité des petites et moyennes entreprises. Merci. Alors, Monsieur Nilor, vous êtes le seul à pouvoir défendre le 386 et le 372. Voilà, ils sont tous les deux défendus brillamment. Monsieur le rapporteur. Je les mets aux voix. Alors, le 175, qui vote pour, contre, rejeté. Le 386 pour, contre, rejeté. Le 372 pour, contre, rejeté. Le 384, Monsieur Nilor. Il s'agit par cet amendement d'évaluer les dispositifs. Il s'agit, à travers cet amendement, d'évaluer les dispositifs fiscaux appliqués aux locations de courte durée dans les Outre-mer. 80% des habitants des Outre-mer sont éligibles au logement social, seuls 15% en bénéficient. L'objectif de construction de 10 000 logements par an n'a pas été atteint et les citoyennes et les citoyens des territoires dits d'outre-mer se retrouvent sans possibilité de logement face à une offre insuffisante au regard de la demande. Il y a une réelle crise du logement et la Fondation Abbé Pierre évaluait à 100 000 logements le déficit, notamment en logements sociaux. Par cette demande de rapport, nous souhaitons que les règles adaptées à la situation des Outre-mer soient appliquées et que, à l'instar de ce qui est demandé sur le plan national, que des secteurs touristiques, notamment une révision de la fiscalité, soit étudiée. Monsieur le rapporteur, oui. Favorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Rejeté. Le 451, monsieur le rapporteur. Défendu. Le 418, monsieur Kamardine. Alors, le 418, il est naturellement bien défendu. Votre micro. Oui, je disais que le 418, naturellement, il est bien défendu, Monsieur le Président, puisqu'il s'agit d'un amendement extrêmement intéressant soutenu par l'ensemble du groupe LR et qui concerne nos compatriotes, notamment le développement économique de nos compatriotes de la Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire qui nous est tous cher au cœur. Et il s'agit ici également de demander un rapport pour
étudier les potentialités de développement de production d'énergie hydroélectrique en Nouvelle-Calédonie et son impact sur la maîtrise des coûts de production du nickel calédonien. En effet, afin de renforcer la capacité de pilotage des politiques publiques concernant la sauvegarde et le développement de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie, qui possède 20% à 25% des réserves connues de ce métal, il est proposé que le gouvernement élabore et remette au Parlement un rapport sur les potentialités de production énergétique hydroélectrique en Nouvelle-Calédonie et sur l'impact en termes de compétitivité des entreprises minières. Les grandes difficultés que rencontrent actuellement les entreprises de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie trouvent notamment leur source dans le cisaillement induit par des impératifs, la maîtrise des coûts énergétiques qui représente une part majeure des coûts de production et la transition énergétique. L'hydroélectricité étant une énergie durable non productrice de CO2, son développement pourrait représenter une possibilité de valoriser le nickel calédonien dans un marché mondial très compétitif, tout en inscrivant ce territoire dans une véritable transition énergétique. Monsieur le rapporteur, c'est l'amendement de Monsieur Kamardine. Allez-y. Oui, favorable pour l'amendement 418 de Monsieur Kamardine, et je retire du coup le 451 parce que celui de Monsieur Kamardine est plus complet, il a 2 objets, et donc autant avoir un rapport un peu plus complet. Je me vois qui vote pour, contre, rejeté. Le 363, le 394, pardon. 363, pardon. Ils sont pas dans le bon ordre. 363 et 394, vous êtes le seul auteur, monsieur Nilor. Allez-y. Oui, alors, par cet amendement, ce qu'on souhaite, c'est aborder une question qui est cruciale, c'est celle de la collecte des traitements des emballages plastiques d'huile minérale et de lubrifiants dans les Outre-mer. Et vous conviendrez que pour ce qui constitue le joyau de la France en termes de biodiversité, il vaut mieux le protéger. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Donc, on devrait en tout cas être d'accord là-dessus, parce que il y a un double risque pour les populations comme pour l'environnement. Les composants en plastique ou en métal sont souillés par des fluides dangereux nécessitant impérativement d'être retraités dans une filière dédiée. Les territoires d'outre-mer sont particulièrement sensibles à ce double risque puisque les emballages en plastique non collectés et donc non retraités sont très nombreux et peuvent faire l'objet de dépôts sauvages ou d'enfouissements, ce qui n'est pas sans risque ni pour l'homme, ni pour le vivant et son environnement. Donc, c'est vrai qu'il existe un éco-organisme Cyclévia qui a été agréé en 2002 et chargé d'endosser la responsabilité du producteur en matière de collecte et de traitement des huiles et lubrifiants industriels usagés, mais tout ça c'est encore embryonnaire et nous souhaitons un rapport objectif et offensif sur cette question cruciale pour nous, mais pour vous aussi. Alors, sur ces 2 amendements, monsieur le rapporteur. Favorable. Je me vois le 363 qui vote pour, qui vote contre, rejeté, et le 394 qui vote pour, contre, rejeté. Le 378, monsieur Nilor. Monsieur le rapporteur. Favorable. Je me vois qui vote pour, contre, rejeté. On a terminé avec les amendements pour la mission Outre-mer. Vous êtes privé de commission ce mercredi pour cause de 1er novembre, et donc on se retrouve jeudi matin pour les crédits du ministère de la fonction publique. Merci à vous et bonne soirée.